Bonjour à tous et tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire sur le financement des coopératives. Je tiens également à remercier le TIES de m'avoir invité à présenter mon mémoire. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec d'autres acteurs sur ce sujet et particulièrement à l'international. Et merci également à Philippe Garand d'avoir pris le temps de lire mon mémoire et d'être présent avec nous aujourd'hui pour faire le lien au final entre le contexte belge et québécois. Alors, aujourd'hui, ma présentation, elle va être divisée en 5 parties. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la compatibilité entre les objectifs d'investisseurs privés et ceux des coopératives, je pense qu'il est d'abord nécessaire que je vous fasse part du contexte dans lequel ma problématique intervient. Ensuite, j'énoncerai les différentes sources de financement auxquelles les coopératives font appel en Belgique afin de comprendre dans quelle situation une collaboration avec des investisseurs privés externes pourrait être envisagée. En lien avec ce point, j'expliquerai ensuite les différentes tensions que j'ai identifiées dans mon travail lors d'une telle collaboration. Ensuite, je mentionnerai brièvement la raison pour laquelle certaines coopératives belges se retrouvent en difficulté lors de leur levée de fonds. Et enfin, je parlerai des différentes solutions qui pourraient être envisagées afin que les intérêts des deux acteurs puissent être rencontrés. Alors, je pense que nous sommes tous de près ou de loin familiarisés avec le modèle coopératif. J'aimerais néanmoins insister sur le fait que la dynamique coopérative, elle représente entre autres une opportunité pour les citoyens de se réapproprier l'économie à travers la création d'organisations dont ils sont non seulement propriétaires, mais également bénéficiaires. Et j'attire votre attention sur cette particularité parce qu'elle implique un changement fondamental dans le concept de propriété. En effet, ici, la propriété, elle se voit réinventée et elle laisse place à de nouvelles dynamiques qui sont plus démocratiques et qui sont principalement centrées sur la satisfaction des besoins économiques et sociaux des membres. Et donc voilà, depuis quelques années maintenant, on voit que les coopératives, elles bénéficient d'un regain d'intérêt non seulement de la part des citoyens qui souhaitent entreprendre autrement, mais également d'investisseurs privés qui associent ce modèle comme une opportunité au soutien du développement durable. À travers leurs investissements, d'ailleurs, ces investisseurs, ils recherchent non seulement une retombée financière, mais également un impact social qu'ils reconnaissent notamment chez les coopératives. Alors voilà, de nouvelles sources de financement qui étaient auparavant inaccessibles, elles s'offrent donc aux coopératives. Néanmoins, une fois qu'on prend un peu de recul sur le contexte et qu'on comprend le fondement d'une entreprise coopérative, une question se pose assez naturellement et qui est la suivante. Dans un modèle d'entreprise où la propriété appartient aux membres, où la gouvernance elle est gérée de manière démocratique, où la rémunération du capital n'est pas la priorité dans la répartition des richesses, quelle est la place pour un investisseur externe dont l'intérêt va se porter davantage sur la valeur d'investissement que sur la valeur d'utilisateur de la coopérative? Alors, pour répondre à cette problématique, j'ai été à la rencontre d'une vingtaine d'acteurs belges. D'une part, j'ai interrogé les coopératives sur la manière dont elles se financent, vers quel type de financement elles se tournent et pour quelles raisons. Et d'autre part, j'ai questionné les différents fonds d'investissement sur leur motivation à investir dans le modèle coopératif et les conditions auxquelles ils acceptent de financer un projet. Alors, après avoir réalisé toutes ces interviews, une première constatation que j'ai faite est que les coopératives, même si elles partagent des principes communs, elles se différencient néanmoins par leurs objectifs, leur taille, leur forme organisationnelle, qui vont avoir un impact direct sur la manière dont elles se financent. Et une manière assez simple et assez explicite de comprendre les différentes sources de financement d'une coopérative, c'est par la théorie du financing mixte. Il s'agit en réalité d'un financement alternatif qui est typiquement utilisé par les entreprises d'économie sociale et qui consiste pour une entreprise à hybrider ses ressources de financement afin de lui permettre de répondre à sa mission sociale et ses besoins financiers. Et selon cette théorie, les sources de revenus d'une entreprise sociale, elles doivent correspondre au final à la nature des bénéfices qui sont octroyés à ses fournisseurs de ressources. Alors, prenons l'exemple d'une coopérative, d'une épicerie coopérative, pour mieux comprendre cette théorie. Une première source de financement, elle est très souvent apportée par les coopérateurs qui investissent en contrepartie des bénéfices directs et privés que la coopérative peut leur procurer. Dans l'exemple ici, ces bénéfices ils peuvent être liés notamment à l'accès de denrées alimentaires de qualité et plus abordables.
Mais il peut également arriver que des citoyens investissent dans un projet, même s'ils ne bénéficient pas directement des activités de la coopérative. Et donc, leur engouement à investir dans ce type d'entreprise, il s'explique très souvent, soit par leur volonté à investir dans un projet, parce qu'ils reconnaissent ses impacts positifs sur la société, mais également par le tax shelter, qui est un incitant fiscal octroyé par l'État. Ce phénomène, il est d'ailleurs renforcé depuis quelques années par les activités de plateformes de crowdfunding qui ouvrent l'investissement au grand public. À ce sujet, d'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse qui pourrait peut-être laisser place à un débat par la suite, mais qui est lié au danger, selon certains intervenants que j'ai interviewés, dans la manière de fonctionner de cette plateforme, parce qu'en fait, lorsqu'on analyse leur business model, on se rend compte que ces plateformes, elles sont rémunérées notamment sur le nombre de citoyens qu'elles ont convaincus à investir dans les entreprises qu'elles ont sélectionnées, mais non pas sur le succès de ces entreprises à moyen ou à long terme. Donc ça, voilà, c'est une petite parenthèse qui pourra laisser place à un débat par la suite si vous le désirez. Mais revenons-en à la théorie. Là où je voulais en venir, c'est que la participation citoyenne, qu'elle soit directe ou indirecte, elle représente une ressource financière non négligeable pour une majorité de coopératives en Belgique. Et si on veut faire le lien avec le Québec, je pense qu'on parle ici des parts privilégiées et des parts privilégiées participantes qui investissent, soit les membres ou les non-membres investissent dans la coopérative. Alors, ces entreprises, elles ont également la possibilité de mobiliser un autre levier financier qui est proposé par des acteurs publics qui soutiennent l'émergence de l'économie sociale. En Belgique, par exemple, il y a le dispositif Brasero qui a été développé par la SOEXUM et qui permet, sous certaines conditions, de doubler le capital apporté par les coopérateurs. Et cette participation publique, elle est notamment justifiée par les bénéfices que les coopératives elles génèrent pour la collectivité. Et donc, même si l'apport citoyen et l'apport public constituent une source de financement qui est majoritairement mobilisée par les coopératives, il ne permet pas toujours d'atteindre les capitaux nécessaires au développement de leur objet social. Il existe tout de même une certaine difficulté pour certaines coopératives dont le besoin en capitalisation est important, d'aller chercher au final le financement nécessaire pour monter leur projet. On voit qu'il y a plusieurs solutions qui permettent de remédier à cette sous-capitalisation. La première, elle implique par exemple l'implication d'un grand nombre de membres qui pourraient rassembler des montants suffisants. Néanmoins, on se rend compte que dans ce cas de figure, l'organisation, la gouvernance de la coopérative deviennent plus compliquées à gérer de manière démocratique. D'autres vont essayer d'essaimer le modèle ou de collaborer avec d'autres structures d'économie sociale. On voit d'ailleurs de plus en plus de manière innovante d'aborder le développement des projets coopératifs. Et enfin, d'autres coopératives, elles peuvent se voir obligées à un moment donné de se tourner vers des investisseurs privés, externes, pour trouver les capitaux nécessaires au développement de leurs projets. Et c'est ce dernier cas de figure qui a motivé mes recherches sur la compatibilité des objectifs de ces investisseurs avec ceux des coopératives. Alors, malgré les nombreux avantages du financement en fonds propres pour les coopératives, ce type de financement, il est quand même controversé à l'égard du conflit potentiel entre les intérêts des actionnaires et la mission sociale de l'entreprise. Et ce conflit d'intérêts, il réside dans la définition même d'une entreprise sociale qui souligne que les objectifs d'une telle entreprise, ils sont essentiellement sociaux et les excédents, ils vont être principalement réinvestis à cette fin, que ce soit dans l'entreprise ou dans la collectivité, plutôt que d'être motivés par la nécessité de maximiser le profit des actionnaires. Et donc, je pense qu'à travers les différentes interviews que j'ai faites, il est quand même essentiel pour ces entreprises d'avoir une structure de financement qui est compatible avec leurs valeurs et les objectifs afin qu'elles puissent assurer leur objet social. Néanmoins, on voit que le souhait de ces entreprises à délimiter notamment les droits des actionnaires pourrait paraître contraignant pour des investisseurs privés qui souhaitent investir en capital dans ces structures. Et ces droits d'actionnaires, ils sont notamment définis par le biais des droits de propriété que vous voyez ici sur ma présentation. J'ai donc décidé d'orienter mes recherches vers en fait la compatibilité des objectifs des deux acteurs en fonction de ces droits de propriété qui sont a priori les premiers éléments qui vont être abordés lors d'une éventuelle négociation.
Alors, premièrement, si on prend le droit de vote, il s'agit d'une disposition qui est prépondérante dans la mesure où elle peut déterminer tous les autres droits de propriété. Et donc, l'attribution de ce droit, elle est clé dans la détermination de qui contrôle l'entreprise. Alors que dans une entreprise traditionnelle, on va appliquer le principe une action, une voix, qui va permettre aux investisseurs d'avoir un point conséquent en fonction du montant investi. La coopérative, elle va attribuer le droit de vote sur base d'un membre par vote, en tout cas de manière plus démocratique. Et ce système, il est d'ailleurs basé sur l'idée que chaque partie prenante, que ce soit des travailleurs, des clients, des fournisseurs ou des investisseurs, ils entretiennent tous une relation de risque avec l'entreprise. Et donc, l'objectif de la coopérative, ça va essayer de concilier les intérêts contradictoires des différentes parties prenantes en rétablissant l'équilibre du pouvoir grâce à un droit de vote limité. Et donc, ce droit de propriété qui est propre au modèle coopératif, il refroidit de nombreux investisseurs en private equity à s'impliquer dans cette forme d'entreprise et pourrait être une première source de tension entre les deux acteurs. Intimement liés au droit de vote aussi, les investisseurs exercent également souvent une certaine surveillance en modifiant parfois des mécanismes de gouvernance des entreprises de leur portefeuille. À travers mes interviews, j'ai pu remarquer que la plupart des investisseurs sont d'ailleurs d'avis qu'avoir un siège au conseil d'administration peut apporter une réelle plus-value à la coopérative, alors que celle-ci, elle perçoit plutôt cette pratique comme une intrusion dans la gestion de l'entreprise et elle estime qu'un siège au conseil d'administration, elle doit être également le fruit d'une décision majoritaire à l'Assemblée générale. Ensuite, au niveau du droit de transfert, ce droit il est lié au droit d'un actionnaire de transférer et donc de vendre ses actions à un tiers. Dans une coopérative, le droit de vote étant limité, les droits de transfert le sont aussi, ce qui permet au final aux intérêts de chaque partie prenante d'être protégés et empêche la concentration de pouvoir chez un seul actionnaire. Et donc, si l'investisseur décide de revendre ses parts à un tiers, celui-ci ne pourra en effet pas avoir plus d'influence sur la gestion stratégique de l'entreprise. À l'inverse, dans un modèle d'entreprise plus classique, la revente d'actions d'un investisseur majoritaire, il peut avoir des conséquences considérables sur l'avenir de la coopérative. Alors ensuite, les droits de liquidation, les droits aux revenus et les droits à la plus-value, ils déterminent quant à eux les intérêts financiers des investisseurs. Et je pense que ce serait intéressant qu'on puisse analyser ensemble la manière dont une coopérative affecte son résultat pour comprendre les contraintes qui sont liées au rendement financier dans ce type de structure. Alors, comme toute entreprise, une partie des bénéfices est réinjectée dans la coopérative. Il peut être reporté à l'exercice suivant, il peut être mis en réserve, servir à gommer une perte d'un exercice antérieur. Mais en réalité, les coopératives, elles ont tendance à réinvestir une partie importante des bénéfices générés afin d'assurer leur viabilité financière et ainsi la pérennité de leurs activités. Et la particularité de ces réserves, c'est qu'une partie peut être impartageable, c'est-à-dire indivisible, même après une éventuelle dissolution de la coopérative. Et donc, il s'agit d'un moyen d'exprimer non seulement la propriété commune des membres d'une coopérative, mais également de dissuader tout investisseur externe qui ne pourra jamais prétendre au contrôle de ces fonds. De nouveau, ici, les droits de liquidation des investisseurs, ils se retrouvent limités, voire nuls, lorsqu'une réserve impartageable est mise en place dans l'entreprise, puisqu'en cas de faillite, il est souvent d'application que l'actif net soit versé soit à une autre coopérative, soit à une œuvre philanthropique ou à l'État. Ensuite, outre la mise en réserve, il y a une partie du bénéfice qui peut être distribuée sous forme de dividende, mais également de manière limitée. En Belgique, le dividende, il est généralement limité à 6%. Une autre manière de répartir les bénéfices dans une coopérative, c'est en donnant la priorité à l'octroi de ristournes aux membres qui vont être calculés en fonction des activités que ces membres mènent au sein de la coopérative et donc non sur la rémunération du capital. Et enfin, dans le même ordre d'idées, une coopérative, elle peut également redistribuer son surplus aux coopérateurs de manière implicite, c'est-à-dire avant même de l'avoir réalisé. Prenons l'exemple d'une coopérative de producteurs qui permet à ces producteurs d'obtenir un prix de vente
qui est certainement supérieur à celui qu'ils auraient obtenu chez un distributeur traditionnel, en réalité, la coopérative, elle accepte une marge plus faible et elle réduit son bénéfice. Et donc, au final, c'est un peu comme si elle le distribuait anticipativement aux membres. Et cette forme de rémunération s'explique notamment par l'objectif premier de la coopérative à satisfaire les besoins économiques de ses membres. Et on voit que la rémunération du capital dans le modèle coopératif est donc tournée principalement vers les utilisateurs de la coopérative et laisse donc peu de perspectives de rendement pour un investisseur externe. Enfin, au niveau du droit de la plus-value, théoriquement, la question de la plus-value, elle ne devrait pas réellement se poser dans le modèle coopératif puisqu'elle est censée revenir à l'entreprise elle-même ou à une autre structure d'économie sociale. Cette disposition, elle peut néanmoins être détournée en Belgique et donc du coup, elle laisse place à de nombreux avis divergents sur la question. Alors, du côté des fonds d'investissement, le droit à un retour financier, il se justifie par la prise de risque qu'implique leur investissement, mais également le temps, l'énergie qu'ils mettent pour accompagner les projets qu'ils veulent financer. Mais le problème, en fait, il réside dans les frais qui sont liés à la structure d'un fonds d'investissement privé et qui empêchent de nombreux fonds de s'intéresser au modèle coopératif, notamment parce que le rendement moyen qu'ils attendent de leur investissement, il dépasse celui que peuvent leur offrir les coopératives. Et donc, même si on a des investisseurs qui sont derrière ce fonds qui revoient à la baisse le rendement final à 4%, par exemple, si on prend en compte les frais de fonctionnement, les risques liés à une éventuelle faillite, les frais de transaction, ces fonds, ils sont obligés d'exiger un rendement qui est d'ailleurs très souvent lié à la plus-value qu'ils attendent lors de la sortie, qui va s'élever de 10 à 15% minimum. Du côté des coopératives, j'ai remarqué une certaine réticence de la part de plusieurs acteurs à accepter les valorisations financières qui sont utilisées par ces fonds d'investissement qu'ils qualifient de spéculatives. Et donc, à travers les différents témoignages que j'ai eus, j'ai remarqué que les visions pouvaient rapidement s'opposer, les uns ayant une vision plutôt court terme qui va permettre à l'investisseur de sortir selon ses conditions et les autres qui vont plutôt viser le long terme avec comme objectif la pérennité du projet. C'est pourquoi les intervenants belges s'alignent plutôt, en tout cas la majorité d'entre eux, sur une méthode de valorisation qui va refléter la valeur réelle de l'entreprise et donc calculée à hauteur des fonds propres, mais d'autres refusent d'accepter une quelconque plus-value et le spécifient dans leur statut. Enfin, un autre point essentiel concernant la plus-value attendue par les investisseurs, c'est qu'elle implique une croissance qui est conséquente de l'entreprise, qui au final est la seule piste pour créer de la valeur et permettre à ces investisseurs de sortir de leur investissement. Néanmoins, de nouveau, à travers les différents témoignages que j'ai pu avoir, cette croissance de type start-up, elle est au final de loin la seule piste qui est empruntée par les coopératives pour poursuivre leur finalité et augmenter leur impact. On voit en effet que leur croissance ne se fait pas vraiment de manière exponentielle, comme je viens de vous l'expliquer. Le surplus, il est plutôt réinjecté dans le développement qui va être plus lent à cause ou grâce à la participation, à la gouvernance participative qu'il y a derrière, mais ce qui va permettre de renforcer la résilience du modèle en créant des structures plus robustes et plus intelligentes. Alors, certains investisseurs, du coup, ils se questionnent sur la rapidité à laquelle une coopérative elle pourrait s'adapter au changement de marché, à la concurrence, et ils relèvent cette faible vélocité de développement comme un frein important dans la poursuite de leurs objectifs. Alors voilà, après avoir analysé les droits de propriété un à un, on se rend compte que les principes selon lesquels le modèle coopératif est configuré, ils présentent donc au final peu d'intérêt pour les investisseurs en private equity. Je tiens tout de même à souligner que d'autres types de tensions pourraient apparaître entre les deux acteurs. Je pense notamment à la mesure de l'impact ou à certaines asymétries d'information qu'il pourrait y avoir entre les deux acteurs, mais ma recherche sur le terrain n'a pas été aussi loin. Je pense néanmoins qu'il est intéressant de pouvoir s'y pencher, peut-être à travers de nouvelles recherches. Alors, si je reviens au financement des coopératives, on peut se retrouver dans une situation où en Belgique, il y a une absence de solution de financement qui se fait ressentir par certaines vraies coopératives qui nécessitent des capitaux importants.
Je pense notamment au secteur immobilier, de la santé, des énergies renouvelables, des coopératives de plateformes. Et donc, en pleine levée de fonds, certaines de ces coopératives, elles se retrouvent parfois dans une situation avec pour seule issue le changement de leur statut à contre-cœur afin d'attirer les fonds nécessaires au développement de leur projet. Alors du coup, une fois que je suis arrivée à cette conclusion, je me suis posé la question au final, comment réconcilier les intérêts de ces deux acteurs? Alors, plusieurs solutions ont été amenées par les différents intervenants que j'ai interviewés afin de surmonter les obstacles qui sont liés au droit de propriété. Certains pensent que si on veut changer l'économie et la manière d'entreprendre, il est nécessaire quand même de pouvoir convaincre des investisseurs privés à financer des projets alternatifs. Mais ils insistent néanmoins sur le fait que les réflexes de la finance traditionnelle ne sont pas spécialement les bonnes méthodes à adopter dans le modèle coopératif. Alors, une première piste évoquée, c'est celle de trouver d'autres moyens via de nouvelles dispositions pour les investisseurs d'être rémunérés pour le risque qu'ils prennent. Certains pensent à la mise en place d'une rémunération sur un pourcentage du chiffre d'affaires en contrepartie d'un appui financier, mais également d'un accompagnement. Selon eux, ce serait peut-être une manière d'intégrer la rémunération dans le plan financier sans devoir attendre et spéculer. Une deuxième piste, c'est celle de la création d'un fonds intermédiaire, comme c'est le cas au Québec, qui serait un acteur légitime dans le financement des entreprises sociales avec une certaine expertise du secteur. Et la création d'un tel fonds, il permettrait de réduire les tensions liées au droit de propriété. Un premier élément qui diminuerait le risque pris par les investisseurs privés et par la même occasion leurs exigences financières et la mise en place en fait d'une garantie publique qui peut être justifiée par les bénéfices, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par le biais du financing mix, qui est justifié par les bénéfices générés par les coopératives pour la collectivité. Mais pas seulement, une diversification du portefeuille, un co-investissement avec d'autres acteurs de l'écosystème permettrait également de réduire le risque qui est lié à un investissement en direct. Et donc, le but ici, c'est d'avoir une structure qui permet d'être moins gourmande en termes de rendement. Et donc, grâce à une rémunération adéquate du capital au rendement des coopératives, ce fonds il pourrait, in fine, avoir vraisemblablement des taux de perte relativement plus faibles puisque ces entreprises arriveront à respecter plus facilement leur engagement financier. Et je pense que l'attribution de la gestion du fonds à un acteur légitime dans le financement des entreprises sociales, elle permettrait quant à elle de respecter la philosophie des projets collectifs et ainsi de limiter la prise d'intervention des investisseurs privés pour diminuer au final le risque de mission drift, de déviation de la mission à un moment donné. Et le troisième élément, c'est d'essayer d'être créatif au final sur les instruments financiers qui sont destinés aux coopératives. En France, par exemple, ils ont créé le titre participatif qui permet de renforcer les capitaux propres des coopératives sans pour autant perturber l'équilibre des pouvoirs puisque ces titres ne donnent pas de droit de vote. Et donc, en revanche, par contre, les titres participatifs, ils requièrent une distribution des bénéfices qui est souvent plus importante que celle des parts en capital, ainsi qu'une valorisation qui dépend de l'évolution de la valeur de la coopérative. Et cette rémunération, du coup, un peu plus élevée, elle est en partie expliquée par le côté risqué de ces produits financiers qui ne sont remboursables qu'à l'initiative de la coopérative et pas avant 7 ans. Donc, on est donc sur une nouvelle catégorie de valeurs mobilières, au final, à mi-chemin entre l'action et l'obligation. Donc voilà, maintenant vous avez une idée peut-être un peu plus claire des différentes tensions qui peuvent être liées au droit de propriété entre les deux acteurs que j'ai ciblés dans mon travail. Et les différentes pistes de solutions apportées peuvent être bien sûr sujettes à un débat ou un échange par la suite. Mais avant ça, je laisse tout d'abord la parole à Philippe Garand qui va introduire le contexte québécois face à cette problématique et ses enjeux. Merci beaucoup de cette présentation. C'était
très limpide, je crois. Il faut dire qu'au Québec, au Canada, depuis plusieurs années, on s'intéresse tout particulièrement à l'investissement d'impact, à essayer de réfléchir comment toujours donner accès aux capitaux aux entreprises d'économie sociale sur l'ensemble du territoire. Et la présence d'acteurs de la finance privée, ou qu'on peut appeler plus traditionnelle, et leur intérêt depuis quelques années à investir dans ce champ d'activité nous amène à nous poser à peu près les mêmes questions qui ont été abordées dans ton mémoire, qui, en passant, est bien structuré et explique bien cette démarche et bien ta réflexion quant au conflit potentiel entre les valeurs de la coopérative ou les valeurs même des OBNL pour ce qui est au Québec et les investisseurs privés et cette difficulté de trouver un terrain de jeu sur lequel les deux étaient en mesure de trouver, de se déployer et de prendre leur élan. Actuellement, au Québec, notre réflexion était passablement similaire. Ce sont les projets qui demandent beaucoup de capitaux, qui, notamment les plateformes numériques, les entreprises dans le domaine de l'innovation, qui ont des besoins importants en capitaux dès le prédémarrage, dès le start-up de l'entreprise et qui ont tendance à explorer la finance plus traditionnelle ou ces investisseurs-là de façon à pouvoir atteindre leurs objectifs. Et l'une des constatations qu'on pouvait faire, c'était qu'il y avait relativement peu d'entreprises qui avaient bénéficié d'un financement privé. Essentiellement, les partenaires de l'investissement d'impact ont souvent le discours qu'il n'existe pas de bons projets. Pour eux, ils n'arrivent pas à investir parce que le pipeline n'existe pas ou est très faible et des choses comme ça. L'étude, le mémoire, nous permet d'envisager un autre angle, c'est-à-dire justement cette difficulté de réconcilier les attentes des investisseurs et le modèle de l'économie sociale, notamment surtout le modèle coopératif qui nous intéresse aujourd'hui, du fait que tous les prémices d'un fonds de capital de risque sont à peu près pas respectés, c'est-à-dire incapacité de trouver un scénario de sortie avec la plus-value, la vente notamment de l'entreprise, qui est souvent le scénario principal, surtout au niveau des plateformes. Et de l'autre côté, on a de plus en plus d'acteurs, qu'on parle des fondations, d'investisseurs privés, de communautés religieuses et bien entendu, grâce à nos fonds de travailleurs, on a pu tenter l'expérience avec la fiducie du chantier d'économie sociale qui est devenu un premier intermédiaire financier pour essayer de réconcilier justement les contraintes des grands investisseurs et les besoins des entreprises d'économie sociale qui, en partageant ou en investissant tous dans un portefeuille varié d'entreprises, permet à la fois à l'investisseur d'avoir des attentes de rendement moindres puisque un risque moindre puisque c'est un risque de portefeuille et de l'autre côté d'offrir des conditions notamment avec du capital patient aux entreprises pour compléter les montages financiers tout en conservant ou en respectant leur nature propre. Je vous propose peut-être parce que j'ai vu plusieurs personnes, notamment mes amis du CRC, Stéphanie, je ne sais plus si je dois dire du CQCM ou en tout cas, beaucoup de gens autour de la table sont dans ces réflexions-là, mon collègue Elias également. Nous, on réfléchit depuis déjà plusieurs années et on tente des projets pilotes pour rendre accessibles des capitaux et que nos produits financiers s'apparentent le plus possible à ce qu'on peut retrouver dans le secteur privé, tout en ayant le souci d'éviter les dérives que Céline nous a présentées jusqu'à présent.